Ahoy, moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube Verdadela Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Aujourd'hui, on est avec Maëlys, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Je te laisse donc te présenter. Du coup, je m'appelle Maëlys, j'ai 27 ans et moi, je travaille avec les enfants. Je suis en hôpital pédiatrique. Et je suis auxiliaire de puériculture pour ceux à qui ça parlera. D'accord, tu fais ça depuis combien de temps du coup ? Ça fait 4 ans. J'adore mon métier. Les enfants, c'est très particulier. C'est un autre rapport que les adultes. Dans tout, en fait. Autant dans les choses très simples de la vie que dans les choses plus complexes et dans le milieu du point, puisque c'est là où je suis moi, en l'occurrence. On n'aborde pas du tout les choses de la même manière chez l'enfant et chez l'adulte. Et ça, c'est ce qui me... Ça te passionne. Ouais. Et la maternité aussi. J'ai vu pas mal de naissances et c'est un truc qui me stimule pas mal. Ça doit être tellement émouvant, sérieusement, ça doit être tellement ouf, en vrai. Bah ouais, parce que un accouchement, c'est toujours un accouchement, sauf que en fait, chaque famille arrive avec ses bagages, c'est toujours un nouveau bébé, c'est pas les mêmes couples, et en fait, une naissance c'est toujours très différente d'une autre. Tu dois observer énormément de comportements différents, de relations différentes aussi. Ça doit être assez incroyable, je pense. C'est ça, complètement. Pour parler un peu de ton rapport à la nourriture, tu m'as dit en amont, quand je t'ai posé la question, tu m'as dit que tu avais un rapport compliqué, notamment parce que tu as une maladie inflammatoire qui influe sur la nourriture. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus ? Alors moi j'ai de l'endométriose et du coup c'est une maladie déjà œstrogénodépendante, donc il faut faire hyper attention à tout ce qui est apport en oestrogène justement, et en fait c'est tout simplement une maladie inflammatoire effectivement, donc si on lui crée du terrain inflammatoire dans le corps, non seulement elle risque d'évoluer, mais en plus c'est là où ça fait mal en fait. C'est là où les lésions se créent, où les lésions s'inflamment, et qui dit inflammation dit douleur. Et pour cette pathologie-là et pour plein d'autres inflammatoires, en fait, on peut influer quand même pas mal sur la douleur et certains symptômes via l'alimentation. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais du coup dans ton alimentation vis-à-vis de ça ? C'est assez strict parce que du coup ça oblige à faire quand même très attention à ses apports. Donc il faut manger varié déjà pour commencer, c'est hyper important. Ça nous oblige à supprimer pas mal de choses, notamment le gluten qui est partout, les produits laitiers. Dans l'idéal, boire très très peu d'alcool et pas n'importe quel alcool. Manger des légumes en très grande quantité avec des petites portions de féculents et pas tous les féculents. Enfin voilà, c'est assez strict. C'est une mise en place qui est très longue. Ça fait 1 an vraiment que j'en apprends encore tous les jours et je me rends compte que je fais encore des erreurs alors que ça fait quand même un moment que ça a commencé. Après, moi, j'ai peut-être plus de facilité aussi dans le sens où déjà j'avais arrêté de manger de la viande par conviction éthique et écologique. Donc le fait d'arrêter les produits laitiers, par exemple, moi, ça ne me posait pas de problème parce qu'en fait, je trouve l'industrie laitière aussi horrible que l'industrie de la viande. Donc finalement, l'un dans l'autre, il y a plein de choses qui se rejoignent. Et puis le fait de manger des légumes et de manger de saison, etc., ça nous oblige à aller chez les bons commerçants et à manger, à adopter une alimentation dite vivante entre guillemets. Et ça, c'est un concept qui me plaît beaucoup. Et surtout, en fait, moi qui à quelques années mangeais tous les soirs pain fromage, j'ai redécouvert des légumes que je ne connaissais même pas, tu vois. Voilà. Et globalement, même si j'ai encore pas mal de travail à faire là-dessus, je pense, ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins fatiguée. Alors j'ai eu des carences. Mais j'ai eu un moment où c'était un peu compliqué professionnellement aussi, où j'étais de nuit et tout ça. Donc, on a soutenu aussi que le travail de nuit participait à ça. Depuis, ça a changé. On a des compléments alimentaires. Mais c'est vrai que sinon, globalement, je suis bien plus en forme. Je gère beaucoup mieux ma faim et je me sens beaucoup plus à l'aise quand je prépare mes repas, quoi. C'est le jour et la nuit. Tu ressens pas de frustration particulière, du coup, du fait d'avoir enlevé certains aliments ? Tu ressens un manque ou pas ? Alors, oui et non. Au début, c'était très très compliqué parce que, notamment pour l'arrêt du gluten, j'y suis allée progressivement, sauf que quand j'ai arrêté une catégorie d'aliments, on va dire, je l'ai arrêté d'un coup. C'est-à-dire que le gluten, je sais plus, je crois que c'est au Nouvel An l'année dernière, j'ai dit bon allez, je fais l'effort, stop, j'arrête, net.
Donc ça a été très dur parce que je mangeais du pain, je mangeais comme tout le monde et vraiment il y en a partout. Et surtout je préparais peut-être moins à manger aussi et dans les aliments transformés tout ce qui est lait, gluten, sucre, c'est un peu compliqué quoi. Donc au début c'était très dur, après ça m'arrive parfois si je vais à un apéro et qu'en fait il y a que du pain et du fromage, c'est sûr que je vais avoir envie de prendre un morceau de fromage avec du pain. J'ai craqué plusieurs fois, j'ai pas été stricte à 100% depuis 1 an, pas du tout. Il y a des fois où je me suis fait un peu des orgies, pas tellement de fromage, mais surtout de pain, je crois, à manger des trucs. Et ce qui est terrible, c'est qu'après, derrière, je culpabilisais en me disant je vais souffrir, alors qu'en fait, en vrai, ça entretenait, je pense, l'inflammation de fond. Donc, c'est sûr que ça me faisait pas bien, mais sur le coup, non, je finissais pas mal à aller vomir ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est vrai que je prenais quand même du plaisir dans ce moment-là. Après, maintenant, je le gère beaucoup mieux. J'ai trouvé plein d'alternatives et en fait, je me suis aussi aperçue que à force de ne pas manger une certaine catégorie d'aliments ou un aliment en particulier, et quand on est convaincu que ça nous fait pas du bien, et ça finit par beaucoup moins nous manquer. Donc, ça se gère beaucoup mieux maintenant. Maintenant, je fais plus des orgies de chocolat. Mais parce qu'en plus, il y a un truc aussi que je comprends, c'est que le problème avec ces aliments, dans ton cas, c'est que ça te fait tout de suite des sensations, ou enfin du moins quasiment tout de suite des sensations très désagréables au niveau du corps. Ouais. Tandis que quand on fait la majorité des gens, enfin ou du moins certaines personnes qui font des régimes ou des rééquilibrages alimentaires dans le but de perdre du poids, c'est beaucoup plus dur de tenir parce que c'est dans une optique future, tu vois, et c'est très frustrant parce que c'est pas vraiment une optique de santé, c'est plus, tu vois, esthétique et tout. Enfin, il y a d'autres préoccupations, alors que là, c'est vraiment un inconfort, une souffrance que tu vas potentiellement subir si tu manges tel aliment. Donc forcément, c'est désagréable sur le long terme. Genre, t'es là, enfin, tu le fais de temps en temps parce que t'en as vraiment envie et puis tu devrais pas culpabiliser, mais bon, c'est facile à dire. Mais voilà, mais du coup, comme c'est de temps en temps et que tu acceptes après, enfin, je pense que tu acceptes que tu vas peut-être un peu souffrir, tu vas moins te jeter dessus, du coup, vu que tu sais que sinon tu vas vraiment ressentir un inconfort. Ah oui, mais complètement. Et puis, la grande différence, je pense, avec le rééquilibrage alimentaire, ou l'objectif de perte de poids qui, lui, à mon sens, dans la plupart des cas, est quand même très ponctuel. Je veux dire, et c'est pas quelque chose qu'on va garder plusieurs années en théorie. Quand on fait ce genre de mouvement, on va dire, dans sa vie, c'est quelque chose qu'on va faire quelques semaines, quelques mois, et après, on a tendance à retourner vers des aliments qui nous semblaient pas adaptés quand on était justement dans un objectif, par exemple, de perte de poids. Alors que là, à mon sens, c'est peut-être aussi moins compliqué parce que déjà, je prends le temps. Effectivement, ça m'arrive de culpabiliser, mais bon, je me flagelle pas non plus. Je prends le temps, j'essaye d'accepter quand j'ai mangé quelque chose qu'il ne fallait pas manger, entre guillemets. Je me dis, voilà, bon, c'est mangé, de toute façon, c'est fait, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Et en fait, c'est peut-être plus simple aussi parce que c'est quelque chose que j'adopte un peu à vie, quoi. Je veux dire, même si effectivement, je vais peut-être me permettre des écarts à certains moments, le but, c'est pas de retourner en arrière, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment d'aller dans cet objectif de maintenant, je mange comme ça et ce sera toujours comme ça, en fait. Oui, c'est ça. Après, c'est quand même, ça peut être difficile au début parce que, comme tu disais, quand tu arrêtes d'un coup un truc que tu mangeais tous les jours, forcément, ton corps, il comprend pas. Il se dit, attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu me prives d'un truc que j'adorais manger. Donc, forcément, il y a peut-être un petit traumatisme, surtout si tu l'arrêtes d'un coup. Et tu me disais que pour certains autres aliments, tu l'as fait progressivement. Donc, du coup, tu l'as peut-être moins senti, cette transition. Enfin, c'était justement une transition un peu plus douce, du coup, pour certains autres aliments. Ouais, c'est un peu comme l'arrêt de la viande, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à arrêter de la viande parce que je me suis dit mais quelle horreur, enfin on a tous vu les vidéos d'L214, je peux plus participer à ça et en fait ça a pris 3-4 ans, donc je mangeais moins de viande et puis moins et ça a été un peu pareil pour le fromage et en fait j'aimais tellement ça par exemple que je me disais mais non mais ça peut pas faire tant de mal que ça et en fait si clairement, donc ça a été beaucoup plus progressif. Je me suis pas dit tiens on est mardi, mercredi j'arrête de manger du lait de vache. Dans tous les cas, même si ça a été plus progressif, j'ai eu des petits moments un peu compliqués aussi. Mais après, tu vois, par exemple, là, il y a pas si longtemps, il y a une dizaine de jours, mes collègues ont fait une raclette à laquelle j'ai participé seulement parce que j'étais à table et moi, j'ai mangé une salade. Enfin, je sais plus ce que je m'étais préparé, mais une salade ou un truc comme ça. Et en fait, ça m'a pas du tout, pas une seule seconde, je me suis dit, tiens, si je prenais un bout de fromage, ça me faisait pas du tout envie, quoi. Alors qu'effectivement, peut-être qu'il y a 6 mois, 1 an, je mangeais de la raclette avec les autres. Donc, donc c'est clair que c'était beaucoup moins
vraiment difficile. Après, je sais pas si le fait que ça a été plus progressif a aidé ou pas. Mais il y a aussi le fait que maintenant, je cuisine beaucoup plus que je ne faisais pas forcément avant. Et en fait, quand tu cuisines, tu manges plus pareil. Et je cuisine beaucoup à base de légumes. Donc, en fait, j'ai redécouvert d'autres choses. C'est-à-dire que les goûts, les saveurs et tout ça sont pas les mêmes qu'avant. Et je préfère ce que je connais maintenant aussi. Donc ça aide beaucoup aussi, je pense. D'accord. Mais il y a un truc qui me questionne, c'est, j'en ai déjà parlé un peu dans le podcast, si tu as l'occasion d'écouter, c'est la puissance que peut avoir justement la valeur écologique et éthique par rapport à la perte de poids, tu vois. Genre, c'est plus, j'ai remarqué, du moins, moi, je suis pas végétalienne, tout ça, mais j'ai remarqué que les personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes ou autres, ont plus de facilité du coup à se priver d'un aliment que les gens qui veulent se priver d'un aliment pour perdre du poids. Et je me demande comment ça fonctionne dans le cerveau, parce que la conséquence est la même, on se prive d'un aliment, mais pour autant ça va vraiment durer plus longtemps quand c'est pour des raisons écologiques, éthiques et tout, que quand c'est pour un objectif de perte de poids. Et est-ce que tu penses que tu as un élément de réponse pour moi par rapport à ça? Parce qu'il y en a plein qui se posent la question de comment on arrive à tenir quand c'est au niveau des valeurs, que peut-être parce que la perte de poids c'est pas vraiment une valeur en soi, mais c'est plus un objectif esthétique. Est-ce que peut-être parce que la valeur est tellement ancrée, en fait, c'est surtout le fait d'être limite dégoûté, tu vois, de voir du fromage, tu vois, parce que tu disais, t'en as même pas envie une seconde, alors que les gens qui sont dans l'optique de perdre du poids, ils voient un truc interdit, ils ont envie de se jeter dessus, limite, tu vois. Comment ça se construit dans la tête? Est-ce que tu penses que tu sais ou pas? J'ai peut-être des petites pistes. Je dirais que déjà, en fait, quand tu es dans un objectif de perte de poids, ou que tu mets en face quelqu'un qui va arrêter un aliment par conviction écologique, par exemple, t'as une personne qui est dans un objectif individuel et t'as une personne qui est dans un objectif collectif. C'est-à-dire que si moi je mange moins de viande, j'impacte la planète entière parce que je réduis, par exemple, je sais plus de combien, mais c'est impressionnant, je réduis au moins de moitié mon empreinte de CO2, tu vois, parce que je participe pas au transport de la viande, à l'élevage, à la pollution que ça engendre, etc. Alors que quand tu te prives de manger un aliment parce que clairement tu as envie de perdre 5 kilos, tu te dis bon au pire je le ferai demain, je perdrai du poids demain, mais t'es pas dans ce truc de je vais impacter d'autres gens avec moi, je vais emmener ça pour plein de gens avec moi. Et pareil quand tu dis moi j'arrête de manger cet aliment, c'est souvent ce que je dis autour de moi parce que j'ai des collègues qui me disent j'aimerais bien arrêter et tout ça. Je dis mais en fait le principe c'est même pas ça. Bon, moi j'ai arrêté aussi par rapport à la souffrance que ça engendre, donc ça c'est encore un autre débat. Mais en termes d'écologie, déjà, je le dis tout le temps, je dis si tout le monde en mangeait moins, déjà, on aurait un impact incroyable. Pas le fait d'arrêter, mais le fait d'en manger moins. Et tu vas chercher la puissance de la collectivité, en fait, quand tu fais ça, parce que tu te dis, j'impacterai tout le monde, t'apportes une meilleure qualité de vie à l'ensemble des habitants de cette planète et des animaux de cette terre, quoi. Donc, je pense que déjà, il y a de ça. Et puis aussi parce que souvent, les gens qui arrêtent de manger certaines choses par conviction écologique ont lu beaucoup, sont beaucoup renseignés, et t'as un peu du binge-watching de documentaires, de bouquins, machin, où on te dit bon, ok les gars, possiblement la collapsologie c'est ça, et puis il peut y avoir un effondrement possible si on fait pas d'efforts là-dessus, et en fait c'est franchement assez flippant. Pour te dire, j'ai pas mal renseigné là-dessus, et il y a un moment j'ai arrêté parce que c'était hyper angoissant de se dire que potentiellement notre modèle économique pouvait s'écrouler à cause du fait qu'on mette la planète dans cet état-là, en fait. Et donc ça a eu un fort impact aussi sur moi, où je me suis dit, mais il y a des choses que je peux plus faire, en fait, que je faisais que je peux plus faire, et dans ma façon de consommer, donc de manger, forcément aussi. Genre, par exemple, j'adore les avocats. Clairement, c'est pas à proscrire mon alimentation. Je me dis, ok, un avocat par mois maximum, parce que c'est hyper énergivore, c'est hyper polluant, ça vient de l'autre côté de la planète, etc. Alors que si je me disais bon, je mange pas un avocat parce que c'est trop calorique et que j'ai envie de perdre du poids, je le vivrais pas pareil. Je me dirais bon, vas-y, j'en mange un cette fois et puis j'en mangerai pas demain. Ouais, c'est pas pareil en fait. Ouais, l'impact est pas le même. C'est ça aussi. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que j'ai eu un débat avec plusieurs personnes sur ce sujet-là, et je savais pas vraiment trop comment me positionner, parce que ne vivant pas. En fait, en vrai, moi je trouve ça vraiment très courageux et
très dur d'être végétarien, végétalienne, parce que en fait c'est déjà se mettre en face de la souffrance et de l'impact qu'on a. Et personnellement, j'ai beaucoup de mal en tant qu'hypersensible à affronter la souffrance animale notamment. En fait, la souffrance à des gens, donc animales et aux enfants aussi, genre aux personnes, aux êtres vivants qui sont déjà vulnérables. J'arrive pas du tout moi à regarder les vidéos, je peux pas. Genre ça, les rares fois où j'ai commencé à regarder une vidéo, je dors hyper mal pendant 2 jours et c'est normal en fait. C'est normal et ça, je devrais justement regarder jusqu'au bout pour peut-être aller plus loin dans mon comportement. Mais c'est trop dur, genre ça me fait trop de mal en fait. D'un côté c'est dommage parce que du coup ça m'empêche, le fait de pas affronter ça m'empêche peut-être d'agir. Mais bon, je m'en veux pas non plus parce que c'est humain aussi de pas réussir à avoir ce genre d'image. C'est horrible. Concrètement, quand tu vois, je crois que j'avais commencé à regarder la vidéo, c'est L214, je sais plus comment ça s'appelle, L114, je sais plus, c'est quoi le nom exactement? L214. Non, j'ai pas pu, mais il y a d'autres vidéos que j'ai commencé à regarder ou que je voulais pas regarder, mais ça s'est ouvert quand même et ça atroce et j'arrive pas du tout à me dire que c'est possible de faire autant de mal et qu'en plus c'est pour nous servir nous, tu vois. C'est horrible et donc en fait je fais le choix délibéré de l'ignorer, mais pour autant par contre je suis d'accord avec toi que on peut pas être parfait, on peut pas tout arrêter du jour au lendemain, mais par contre au moins essayer de réduire. Ça demande pas non plus un effort considérable de réduire sa consommation de viande, mais en fait être vraiment dans cette étape assez radicale de supprimer ces aliments d'origine animale, c'est compliqué en vrai. C'est compliqué. Je pense que si c'est progressif, ça se fait et c'est pas un très grand traumatisme quand on se rend compte en fait. Et je pense qu'effectivement plusieurs fois quand j'ai vu les vidéos, après je pouvais plus du tout consommer le truc en question en fait. Genre ça me dégoûtait au plus haut point. Genre j'avais encore ces images dans la tête, donc c'est qu'il y a quand même il y a un truc, ça me fait un truc, tu vois. Mais j'étais pas capable de le faire sur le long terme parce que il reste encore en fait quand tu trouves pas trop d'alternatives, c'est compliqué aussi de se détacher du goût, etc. Quand t'aimes vraiment ça, tu sais, pour le fromage par exemple, tu vois, toi t'as trouvé des alternatives qui sont pertinentes, c'est de cuisiner d'autres saveurs, de te faire découvrir à ton palais d'autres choses qui ne font de souffrance à personne. Et là, je trouve ça cool en vrai. Ouais, et plus je m'aperçois bien que déjà je suis beaucoup moins fatiguée qu'avant, donc c'est que je me rends compte que ce que je mangeais avant me faisait du mal en fait. Tant que t'es dedans, tu peux pas forcément t'en apercevoir, mais il y a plein de choses en termes de digestion, en termes de cette sensation d'être lourd là un peu toute la journée, de traîner. Il y a plein de petites choses comme ça mises bout à bout. En fait, 6 mois après, tu fais le constat et tu dis quand même j'ai vachement plus la pêche qu'avant parce que j'ai ça et ça et ça en moins. Et puis tu fais le lien et tu dis effectivement ça marche mieux comme ça. Après c'est très compliqué. Moi je l'admets parce que pareil avant en fait j'agissais exactement comme toi. Au début, je regardais 2-3 vidéos et puis quand j'ai compris à quel point c'était horrible, j'ai arrêté de regarder. Je préférais me voiler un peu la face, on va dire, et continuer à manger comme ça aussi par facilité, aussi parce que à cette époque-là, j'étais persuadée que je détestais cuisiner, ce qui en fait n'est pas tout à fait le cas. Surtout aujourd'hui, je suis obligée absolument tout cuisiner, donc pour le coup, voilà. Et puis je suis très contente de me faire à manger quand j'apprécie ce que je mange, donc voilà, c'est assez cool. Mais c'est très compliqué parce que en fait, on a grandi dans ce modèle-là. On est dans une société qui est régie par la viande, par la maltraitance animale. Et en fait, si tu veux, ça relie plein de choses. C'est comme l'industrie laitière. T'as des super bouquins qui te parlent de la façon dont on traite les femelles dans l'élevage animal. Et ça rejoint beaucoup de questions sur la femme, en fait, sur la femme, sur l'humain, quoi, et sur la condition des femmes dans le monde. Et c'est hyper enrichissant. Et tu te dis, oui, mais c'est vrai que si on traite les animaux comme ça, effectivement, on va pas. Ça me paraît compliqué de faire évoluer les droits des femmes partout sur la planète, quoi. Donc, ça soulève des vraies questions. Je pense qu'il y a moi, j'ai fait un gros travail là-dessus. Et en fait, après, je te cache pas que je me suis aussi obligée à un moment donné à regarder certaines vidéos. Pour la petite anecdote rigolote, mon oncle est éleveur quand même. Donc lui, c'est l'élevage bien traitant. Ses vaches courent dans les prés et tout. Pour autant, même si ça reste un des rares élevages comme ça super bien de France, on va dire, ces animaux finissent quand même à l'abattoir. Et je me rappellerai toute ma vie, j'étais pas bien grande quand mon oncle m'a dit ça, mais il me disait toujours, parce qu'il nous a toujours parlé de comment il élevait ses céréales, comment il élevait ses bêtes.
ça. Et il nous disait toujours, vous savez, quand elles partent à l'abattoir, elles le sentent et elles deviennent folles. Et ça les stresse et elles le savent très bien. Donc ça, déjà, j'avoue que ça a beaucoup tourné dans ma tête. Je me suis dit, donc ça veut dire que même là, dans cet environnement-là, où en fait elles vivent heureuses le temps où elles vivent, parce que au final, on les tue quand même de notre propre fait. Les bestioles, elles savent quand même, une fois qu'elles vont partir pour la mort, qu'elles vont aller mourir et qu'en fait, elles en ont pas du tout envie et que ça génère chez elles un truc d'hystérie totale. Et un jour, c'est pareil, il y a pas si longtemps que ça, je crois que j'avais déjà bien arrêté la viande. Où je suis tombée, c'était une vidéo d'abattoir, c'était des veaux, je crois. Et en fait, pendant un quart d'heure, j'ai eu envie de mourir, mais vraiment, au sens propre du terme, alors que j'ai jamais eu d'envie suicidaire dans ma vie. Là, vraiment, je me suis dit, je vais arrêter de vivre sur cette planète. C'est pas possible qu'on fasse subir ça, comme tu dis, à des êtres aussi vulnérables. C'est bon, il y a déjà des gens qui meurent de faim partout, il y a déjà la guerre partout dans le monde, il y a des gens en souffrance partout, et en plus, on fait ça aussi aux animaux, nous pour notre confort, parce que un steak c'est super sympa. Et en fait c'était horrible, quoi. Vraiment, pendant un quart d'heure je me suis dit, je vais arrêter là, je peux pas vivre sur une planète qui est constituée comme ça, quoi. Je pense que c'est bien de mettre un frein et de se dire, ok, cette vidéo là je vais pas la regarder, c'est pas le bon jour, je suis pas dans le bon mood, je suis pas prête à recevoir ces informations là, parce que même si c'est bien d'en avoir conscience, des fois c'est trop violent, et je conçois complètement qu'il y a des gens pour qui ce soit trop violent, parce que des fois ils ont beau mettre des filtres et tout, ça reste quand même voilà. Puis il y a tout le scénario que tu te fais toi dans ta tête aussi, en me disant cette petite bête là qui s'appelait peut-être Marguerite, j'en sais rien, qui était contente d'aller brouter de l'herbe, et en fait elle est promise à un destin atroce dans les 10 minutes, et en plus tout ça dans la souffrance, quoi. Donc je comprends complètement qu'il y ait des gens qui soient pas prêts à recevoir ça, et c'est pour ça que je dis que aussi il y a des documentaires très bien faits là-dessus, sans forcément qu'il y ait d'images horribles, il y a des très bons livres, etc. Et je pense que l'idée générale pour les gens qui sont pas prêts, déjà, c'est effectivement d'aller vers un questionnement de comment je peux réduire, comment je peux avoir un impact, même si je suis pas prêt à arrêter et à changer complètement ma façon de consommer, que ce soit des animaux ou autre chose d'ailleurs, parce que là on n'est pas sur les produits animaux, mais il y a plein d'autres choses qui sont un peu nuisibles, on va dire, pour la planète ou pour le corps, en fait. Et comment je peux aller vers cette démarche de, je mange un peu moins de ça, et peut-être en mangeant un peu plus de ça, non seulement je me ferai du bien à moi-même, mais en plus, c'est un aliment qui est tout à fait adapté. Voilà, donc c'est des questions très compliquées, et je pense qu'il faut prendre le temps. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut se rendre compte aussi que, même si c'est très dur, c'est la réalité, en fait. C'est ça il faut se rendre compte, c'est que, ok, c'est dur, c'est horrible, mais c'est la réalité. Après, je mettrai quand même une nuance, parce que c'est quand même l'objet de ce podcast. Quand t'as des troubles du comportement alimentaire, c'est c'est même pas possible, je pense, de forcément avoir des convictions, en tout cas, de les respecter comme tu le souhaites, les convictions éthiques et écologiques, parce que t'as déjà un problème avec la nourriture, et donc t'imposer des restrictions vis-à-vis de ça, c'est trop dur, je pense, au départ, en tout cas. C'est pour ça que, comme tu le dis, je pense qu'il faut que ce soit progressif, mais surtout, il faut, à mon sens, essayer d'abord de régler ces problèmes avec la nourriture avant de pouvoir avoir des valeurs, tu vois, associées. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est tout un travail derrière. Et du coup, j'en viens à cette question. Est-ce que tu penses que tu as eu ou que tu as des troubles du comportement alimentaire, toi, de ton côté ? Le problème, je vais mettre des guillemets à problème, mais je vais quand même dire problème, je choisis bien mon mot. Le problème avec la façon dont j'ai adapté mon alimentation, c'est aussi que des fois, tu tombes un peu dans l'orthorexie. Cette façon de culpabiliser parce que tu as mangé un aliment que tu n'es pas censé manger, c'est un peu compliqué parce que forcément, quand tu es invité ailleurs, les gens ils mangent pas comme toi pour la plupart, ce qui est assez normal, parce que c'est très particulier comme mode d'alimentation et que c'est pas quelque chose auquel les gens sont habitués. Donc en fait, la société elle mange autrement, si je peux dire ça comme ça. Donc quand tu es invité, souvent, c'est pas forcément adapté. Enfin, moi, ça peut générer des angoisses. Alors, je suis pas encore allée jusqu'à me dire je vais pas y aller, mais à me dire je vais manger quoi, ou alors non, mais dans ces cas-là, je mangerai pas, ou alors m'y prendre 2 ou 3 jours avant pour préparer des trucs pour être sûre que je puisse manger sur place. Puis même chez moi, du coup, je vois des choses, je vois que j'ai encore tel ou tel aliment, en trop grande quantité, où je me dis mais non, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Je pourrais jamais manger ça parce que ça maintenant, faut que je le limite à grande échelle. Et en fait, c'est très compliqué parce que avec ça, j'ai des phases d'hyperphagie. Et du coup, les deux mélangés, c'est ingérable.
parce que être hyperphage dans l'orthorexie, c'est improbable. Dans ce concept d'alimentation anti-inflammatoire, t'es aussi censé être là genre, oui, j'écoute mon corps, je mange à ma faim et je ne déborde pas. Et du coup, c'est hyper délicat parce que je suis un peu du genre à manger mes émotions. Alors beaucoup moins maintenant, mais quand même. Heureusement, je vais mieux déjà, parce que sinon, ce serait un peu compliqué. Mais j'ai des phases, notamment avant mes règles. C'est pas des légendes. On dit oui, les filles pendant les règles, et ceci et cela. Moi, j'ai pas mal de troubles en syndrome prémenstruel, dont celui-là. Et c'est infect parce que c'est tous les mois la même chose. J'ai une phase pendant, alors des fois c'est une semaine, des fois c'est juste 2-3 jours où en fait, je vais jamais être rassasiée. Je vais manger beaucoup plus que de raison. Quand je dis plus que de raison, c'est beaucoup plus que tous les autres jours de ma vie, même quand je mange très bien. Et en fait, j'ai jamais cette sensation de faim. Et en plus, je me retrouve dans des configurations horribles parce que j'ai envie de manger des trucs qui me font pas du tout envie d'habitude, genre un McDo. Ah bah oui, mais j'irai jamais au bout de l'envie parce que tu vois, ne serait-ce que de penser au steak dans le McDo, ça me dégoûte. Moi, je peux pas. Mais voilà, mais me faire une baguette de pain avec du Nutella, par exemple, ce serait le kiff ultime, je pense. Enfin, voilà, donc j'essaie de canaliser les trucs, mais ça m'est déjà arrivé un soir. Dans ces phases-là, d'avaler, je sais pas, un bol entier de cacahuètes avec une demi-tablette de chocolat, enfin des trucs improbables en plus. Et alors après, la phase qui s'ensuit, c'est affreux parce que pendant 3 jours, c'est une culpabilité horrible et en plus, je n'ose pas en parler. C'est très bizarre, mais je le garde beaucoup pour moi. J'en parle à ma mère, mais c'est pareil, quand j'en parle à ma mère, je rigole, genre ah oui, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Enfin voilà, alors qu'en fait, je le vis pas super bien. Et c'est un peu horrible parce que je sais que cette phase, elle revient. C'est assez perpétuel. Mais j'ai pas encore trouvé de solution où je me dis, je pourrais faire de l'hyperphagie, mais autrement, genre, tant pis, je mange 10 fois plus de courgettes ou j'en sais rien. Mais pas du tout, parce qu'en plus, j'ai l'impression que dans l'hyperphagie, t'es un peu poussé par des pulsions de ces aliments un peu interdits, entre guillemets, ou en tout cas les aliments sur lesquels tu es censé te raisonner. Et à ce jour, je n'ai pas encore trouvé comment les gérer, donc j'essaie de prendre des aliments mieux, on va dire, que ce que je pouvais manger avant. Mais pour autant, il y a des moments où c'est très compliqué et c'est hyper culpabilisant, quoi. Mais je comprends, je comprends en même temps. Mais du coup, ça arrive dans ces phases de syndrome prémenstruel. Alors avant, non. Avant, justement, j'avais beaucoup plus tendance à manger mes émotions, mais je pense que déjà, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont changé, donc globalement, je vais mieux. C'était des bonnes émotions comme des mauvaises. C'était pas seulement je suis triste, donc comme dans les films, je vais sortir un pot de glace. C'était vraiment, j'étais trop dans le bien ou trop dans le mal, et du coup, j'allais vers la nourriture. Donc là, je suis plus tempérée, on va dire. C'est beaucoup plus stable émotionnellement et tout ça dans ma vie, ça va vachement mieux, donc je pense que je suis moins appelée par tout ça, donc c'est aussi régi beaucoup par la fatigue. Quand j'ai pas envie, que j'ai la flemme et que j'en peux plus, et j'ai tendance à me tourner aussi vers des aliments un peu réconfortants et où j'ai rien à faire, quoi, vraiment, à part aller les chercher dans le placard et m'asseoir et manger. Ça me fait penser, est-ce que t'as déjà songé à avoir un suivi psy ou diète vis-à-vis de ces pulsions, enfin de ces compulsions alimentaires alors un suivi psy, oui, mais pas tellement vis-à-vis de l'alimentation. Mais du coup, moi j'ai un papa qui est hypnothérapeute et c'est vrai que ça fait quelques mois que je me demande si je pourrais pas un petit peu influer sur ces phases-là d'hyperphagie justement grâce à l'hypnose. Je sais pas, j'ai réfléchi encore, mais oui, ça m'a déjà traversé l'esprit. Après, la psychanalyse, vraiment, pour aider sur pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie et qui, du coup, par définition, finiraient par influer sur mon alimentation, oui, certainement, mais pas directement, en fait. Par contre, je crois beaucoup aux thérapies par le magnétisme, l'hypnose et tout ça. Je pense que sur ce type de comportement-là, ça peut être ultra efficace. C'est hyper important de manger avec plaisir aussi et que il y a des trucs pas du tout healthy qu'il faut manger parce que se priver, c'est pas une vie non plus. Et je pense que pour le coup, en plus, psychologiquement et en termes de prise de poids, manger des trucs qui nous font pas kiffer, c'est pas la meilleure idée qui soit, quoi. Non, clairement. Après, en plus, d'ailleurs, il y a 2 notions que tu as un peu citées
qui sont dans la thérapie de l'alimentation intuitive, c'est la restriction cognitive, du coup, se détacher, s'en défaire, et aussi la flexibilité qui est importante, notamment avec le plaisir, justement. Le plaisir n'est pas toujours présent quand on mange, quand on a une prise alimentaire, donc c'est pas grave, pas non plus se flageller ou quoi, mais c'est aussi quand même, rechercher le plaisir dans l'alimentation, c'est quand même c'est une bonne chose. Après, quand on l'a pas pour telle ou telle raison, par exemple, on n'est pas chez nous, quoi que ce soit. Là, j'exclus évidemment, encore une fois, ton cas où là, toi, c'est vraiment compliqué. Mais là, je suis vraiment dans la notion de perte de poids. Mais du coup, voilà, il y a aussi le concept de ce qui est healthy et ce qui ne l'est pas. Ça n'a pas d'impact sur le poids, en fait. Tu peux manger, si tu manges des légumes, des haricots verts tous les jours, en grosse quantité, tu vas grossir, en fait. C'est pas l'aliment qui te fait grossir, c'est le fait de pas varier et aussi le fait de manger en grosse quantité tout le temps, en fait. Logiquement. Donc, peu importe ce que tu manges, tu peux manger de la salade, peut-être pas la salade, j'en sais rien, mais un légume tous les jours en grosse quantité, tu vas grossir. Surtout si tu varies pas. Donc, c'est important de dire que ce qui est sain ou pas sain, en fait, ça n'a pas d'impact sur ton poids. C'est surtout la façon dont tu vas varier les aliments et la façon dont tu vas les consommer aussi. Voilà, c'est ce dont ton corps a besoin, c'est de la variété de base, mais rien de plus. Il y a pas de règles sinon à part ça, à part varier et faire manger ce qui te plaît, ce qui te fait plaisir, expérimenter aussi. Il y a aussi ça dans la thérapie, c'est expérimenter les nouvelles choses pour voir un peu les nouvelles sensations, etc. Quand tu es dans les troubles du comportement alimentaire, ça peut être compliqué aussi. Donc voilà, c'est tout ça, expérimenter, donc pour être dans l'optique de retrouver ses sensations et réapprendre à écouter son corps, quoi. Est-ce que de ton côté, tu as des gens à recommander, des gens ou des comptes ou des thérapies peut-être à recommander pour améliorer son rapport à la nourriture? Alors les comptes, je les ai pas en tête. Je pourrais te les envoyer après parce que c'est des comptes que j'ai surtout sur Instagram. Parce que alors moi j'ai eu la chance de jamais m'abonner aux filles CrossFit machin qui mangent que des pommes et qui sont très musclées. Moi par contre je suis très abonnée à des nanas qui se montrent assises avec tout leur bourrelet et machin et qui disent bah ouais mais tu vois je suis belle, et donc ça j'en ai pas mal sur mon compte Insta. Toutes ces meufs là m'inspirent en fait. Toutes ces femmes-là, quelles qu'elles soient, et Instagram ou pas d'ailleurs, je les trouve incroyables parce que je pense que ça participe à beaucoup de choses. Surtout que j'en vois dans mon travail des petites, très très jeunes, 10, 12, 15 ans, anorexiques, mais comme des clous parce qu'elles sont justement complètement embourbées dans ce concept-là de Internet, des réseaux sociaux et des filles très minces. Moi, je trouve que toutes les nanas qui font l'inverse sont très inspirantes. Je conseille de feuilleter un petit peu l'alimentation ou la troisième médecine de Jean Seignalet. C'est un médecin qui a voulu justement dire à tout le monde, bon bah venez, on sort un petit peu de l'allopathie et on voit ce que peut donner l'alimentation sur une échelle plus ou moins éclectique de patients, genre du diabète ou j'en sais rien, des maladies qui n'ont rien à voir, je sais pas, l'arthrite, des choses comme ça, et qui s'est aperçu que avec l'alimentation, on peut faire plein de choses. Ça a été plus poussé sur certaines pathologies par d'autres médecins, par d'autres naturopathes, diététiciens, etc. Mais Jean Seignalet, ça a été vraiment une bonne base pour moi. Il parle beaucoup de l'alimentation vivante et puis il part vraiment sur ce concept de l'alimentation. C'est, ce que tu donnes à ton corps, c'est la base quand même. Et après, sinon en naturopathie, j'aime beaucoup Fabien Fiasco, mais parce que lui, il est très tourné endométriose, il a des très bons conseils. Il a écrit un livre qui est génial, qui s'appelle Alimentation anti-endométriose. Alors le titre est un peu racoleur comme ça. Pardon, Fabien Fiasco, mais c'est plus global, c'est plus large que ça, même si lui, il traite vraiment de cette pathologie-là et du coup, il parle aussi des compléments alimentaires et de comment gérer ta vie avec cette pathologie-là, mais en fait, il apporte tellement de choses qui peuvent être utiles à plein d'autres, dans plein d'autres contextes. Et puis surtout, c'est une mine d'informations hyper intéressante. C'est vraiment quelqu'un qui est très investi dans son travail, je pense, et qui a écrit des choses vraiment hyper enrichissantes. D'accord, écoute, merci pour tes conseils. Et je veux revenir un petit peu sur ton passé. Je me posais la question avant, je sais pas si tu me disais que ça fait 1 an que tu fais ce rééquilibrage vis-à-vis de ta maladie inflammatoire, mais avant ça, est-ce que tu avais du coup déjà des troubles du comportement alimentaire, et surtout, est-ce que tu savais d'où ça venait?
c'est né au sein de ta famille? Est-ce que c'est au niveau de la société, enfin voilà, dis-moi un Alors peu oui, tout ça. j'en avais avant et je pense qu'avant du coup c'était encore pire. En fait, ça a commencé, j'étais pas très âgée, hein, je devais avoir 6 ou 7 ans et en fait, j'ai commencé à petite à avoir des relations conflictuelles avec certains membres de ma famille et ça m'a complètement embourbée là-dedans. Je pense qu'il y avait un espèce de franchement c'est un cliché terrible mais je pense que c'est vrai et pour moi et pour beaucoup de gens où en fait du fait du conflit, du fait du manque de relation avec certaines personnes, je devais ressentir un genre de vide. Et en fait, tu combles tout ça et tu combles le conflit et les mauvaises choses par la nourriture. Et en l'occurrence, quand j'étais petite, c'était le sucré. J'étais très très gâteau parce que c'est pareil. Hein, j'ai des photos de moi sur toute une période de ma vie où je suis menue mais comme pas possible. Et en fait, à partir du moment où ça a commencé à être compliqué dans ma relation aux autres, là tu vois sur les photos que je commence à grossir du coup. Et oui, je me rappelle très bien que déjà petite, je faisais des phases. Je me souviens d'une fois, je sais pas quel âge j'avais, mais je devais être encore en primaire, donc pas très grande. Et je sais plus, il y avait une boîte de Deli-Choc dans le placard. Et en fait, je me suis empilé la boîte de gâteaux entière. Et mon frère est revenu choqué 20 minutes après en me disant mais Maëlys, tu te rends compte que t'as mangé la boîte? Je lui dis bah quoi? Et en fait moi c'était pas la première fois que je m'enfilais une boîte de gâteaux en entier, donc ça m'avait pas plus. Je savais que c'était pas bien, mais en fait je me disais pourquoi eux plus qu'autre chose, et il m'avait dit mais quand même les Deli-Choc c'est gros, non mais t'as mangé la boîte entière, franchement c'est chaud et tout, et en fait il était choqué. Donc oui, j'ai clairement je pense que j'ai des troubles alimentaires depuis toujours, aussi du fait de la maladie. Enfin voilà, on a vécu des trucs hyper compliqués à la maison. Et puis c'est vrai qu'aussi on a eu des phases où on a connu un petit peu la précarité, donc forcément quand t'as pas des milliers et des cents pour te nourrir, tu manges moins bien, c'est une réalité. T'as pas accès aux mêmes produits en fait. Donc il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie et dans ma vie de famille plus jeune qui ont fait que oui, j'avais des gros troubles alimentaires, et qu'en plus de ça, t'as tout ça des phénomènes de la vie au quotidien qui faisait que de toute façon forcément j'avais des freins à bien manger quoi. Et puis j'ai mangé à la cantine toute ma vie, et puis on va pas se mentir, la cantine c'était pas le meilleur moyen de bien manger quoi. Mais tu m'avais dit que quand tu étais jeune, du coup tu avais fait une espèce de régime ou un équilibrage à base de spécial K et de tomates, c'est ça? Du coup c'est à ce moment-là que c'est vrai que j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, j'ai fait ça à l'adolescence, quand je pense qu'à ce moment-là, je commençais à me dire que, en fait, toutes les filles, elles étaient minces et pas moi. Donc moi, il fallait que je sois mince aussi. Après, j'étais franchement pas. Je veux dire, je pesais pas 200 kilos non plus. Hein. J'étais un peu. J'avais des mollets, quoi. J'avais des fesses. Bon, comme plein de jeunes filles qui en plus commencent à être dans la puberté, quoi. Je veux dire, il y avait rien de choquant. J'avais des bonnes joues, quoi. Bon, mais moi, je me voyais toujours beaucoup plus grosse que les autres. Et en fait, plus ou moins du harcèlement scolaire, un petit peu avec plein d'autres gamins de mon âge qui me disaient que de toute façon j'étais grosse. Donc j'en étais vraiment convaincue. Et donc oui, effectivement, j'ai tapé une phase où pendant 2 semaines, je crois, j'ai mangé que des spécial K et des tomates, de la salade. Effectivement, je crois que sur cette phase-là, j'ai perdu du poids assez rapidement. Surtout que du coup, je mangeais moins en fait, forcément. Je pense que derrière, j'ai dû reprendre le double de ce que j'avais perdu, quoi. Qu'à l'époque, c'est pareil, spécial K, il se vantait en fait de cette phase de tu peux faire un régime spécial K, genre un régime de base de spécial K et tu vas perdre du poids. Et c'est pour ça que j'avais fait ça. Mais c'était n'importe quoi. Mais oui, j'ai fait ça. Un truc qui m'interroge, c'est que du coup, t'étais la seule de ta famille à avoir des troubles du comportement alimentaire? Oui, parce que si tu veux, j'avais un grand frère qui mangeait beaucoup, sauf qu'en fait, il bougeait dans tous les sens, il faisait beaucoup de sport et tout ça, et il était tout le temps en activité, donc ça me choquait pas tant qu'il mange beaucoup, parce qu'il en avait besoin aussi, parce qu'il brûlait beaucoup. Ça m'a pas aidé dans le sens où je le voyais, lui, manger pour 10, et en fait, ne jamais prendre 1 gramme. Mon frère, c'est quelqu'un qui a toujours été hyper sec. Et moi, j'étais très jalouse de ça. Après, clairement, on n'avait pas du tout la même activité physique. On n'avait pas du tout les mêmes activités. Et puis lui, il était un peu plus grand, il a 6 ans de plus que moi. Donc forcément, voilà, quand il faisait du skate, moi, je jouais encore à la Barbie. Je crois que je suis la seule à avoir eu des troubles comme ça. Ouais. En tout cas, chez ma mère, parce que on vivait avec ma mère. D'accord. Mais je sais pas si tu l'as dit, mais ils se sont développés comment du coup, ces troubles?
je pense, d'un manque de relations et de certains conflits. Mais du coup, c'était du côté de mon père. Donc, ça ne concernait pas mes frères, qui sont mes demi-frères, qui n'ont pas le même papa, qui faisaient pas face aux mêmes relations, quoi, je veux dire. Oui, donc, moi, c'était vraiment lié à tout ça, en fait. Hein. En fait, toi, quand il y avait des conflits, tu les réglais entre guillemets, tu les fuyais plutôt avec la nourriture et tout, tandis que déjà tes frères et sœurs peut-être n'avaient pas ces mêmes problématiques, et s'ils en avaient, ils se réfugiaient pas forcément dans la nourriture. Pour moi, il est certain qu'ils ont vécu des choses aussi très difficiles, et on les a pas vécues pareil, même si il y a des choses qu'on a vécues ensemble, qui étaient les mêmes, mais qu'on n'a pas vécues de la même façon parce qu'on n'était pas les mêmes personnes, tout simplement. Ils l'ont pas fait sortir de la même manière que moi. Exactement. Je pense que il s'est passé des choses, mais eux, c'était pas lié à l'alimentation. D'accord, je comprends. Du coup, est-ce qu'il remarquait quand même, oui, il y a quand même quelques fois où ton frère notamment était surpris de tes prises alimentaires. Est-ce qu'il comprenait que du coup tu étais en détresse certaines fois ou autre, ou il prenait un peu ça à la légère, ou il se disait juste que c'était normal parce que c'est comme ça que tu réagissais? En fait, quand on était jeunes, on s'entendait pas très bien avec mes frères. Donc en fait, non, ils comprenaient pas trop que j'étais en détresse. Je pense pas qu'ils étaient vraiment en capacité de le voir à cette époque-là, en tout cas. Et du coup, on était plus dans, pareil, dans une espèce de dualité où en fait, ils se moquaient même de moi. Puis eux-mêmes vivaient des choses pas faciles. Donc je pense qu'en fait, c'était, ils pouvaient même pas le percevoir, en fait, de leur point de vue. Mais du coup, je parlais aussi de tes parents. Est-ce que ils percevaient ça, ou... C'est une très bonne question. Je sais pas trop. Peut-être que ma mère, elle se voilait un peu la face en se disant bon, ça ira mieux après la puberté, elle va grandir, et puis comme beaucoup de parents pensent, en fait, hein, ça va bien se passer, elle va prendre des centimètres, et puis ça va se tasser, et puis c'est normal de manger un peu plus ou un peu moins à cette période-là. Et voilà, c'est logique d'avoir envie de gâteau ou goûter alors que tout le monde mange des gâteaux à côté de toi. Donc je pense que c'était un peu ça. Après, mon père, lui, il savait que j'étais en surpoids, on va dire. Pour autant, est-ce qu'il faisait le lien avec le fait que j'étais dans une forme de détresse? Je ne sais pas. Pour le coup, c'est quelque chose que ça m'échappe, je sais pas du tout. Je sais pas, et je lui ai jamais demandé d'ailleurs à mon père. Et en fait, ma mère a passé sa vie à me dire que j'étais la plus belle, que machin. Donc ma mère était très dans ce truc-là, et je pense qu'elle en était vraiment convaincue. C'est-à-dire que même si j'avais fait 50 kilos de plus, de toute façon, j'étais la plus belle et j'aurais jamais été trop grosse pour elle. Mais donc elle n'était pas capable de faire le lien, parce que pour elle, je pense que vraiment, il n'y avait pas de problème, quoi. Alors que mon père, pour le coup, lui, il était conscient que peut-être j'étais un peu en surpoids, mais est-ce qu'il liait ça à tout l'aspect psychologique qu'il y avait derrière? Je suis franchement pas sûre, je sais pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu en parles à tes parents de tes troubles du comportement? Non. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que tu veux peut-être pas en parler, du coup? Je sais pas. Je crois que finalement, ça me vient même pas à l'idée vis-à-vis de mes parents. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils sont pas dans mon quotidien direct, on va dire. Et qu'en fait, j'ai tellement... D'accord. J'ai l'impression que j'ai tellement dit aux gens ces derniers mois que je voulais manger comme ci, comme ça, etc., que j'ai l'impression que si je disais que j'ai fauté, entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est pas fauté, mais c'est fauté dans ce contexte-là, on va dire. Mais si je disais que j'ai eu une phase pendant un soir où je me suis enfilé un paquet de chips et 3 bols de cacahuètes, on me prendrait pour une cinglée à se dire ok, elle veut faire genre elle mange bien, mais en fait ça va pas du tout, quoi. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Oui, parce que globalement, en fait, je crois que tout ce qui touche à la bouffe, comme quand j'étais jeune, on disait beaucoup que j'étais grosse et machin. Du coup, déjà prendre un gâteau devant des gens qui n'étaient pas des proches, je me sentais très mal à l'aise. Alors que tout le monde mangeait des gâteaux au goûter, quoi. Je veux dire, tout va bien. Et en fait, j'ai l'impression que c'est encore un peu comme ça maintenant. Dès que je sors un peu des clous, et en plus des clous que moi je me suis fixés, ça engendre chez moi, il y a un malaise certain, ça c'est sûr. Et il y a des choses que j'avoue même pas, il y a des trucs, c'est bien, mais je peux même pas en parler parce que pour moi c'est déjà trop, et en fait je respecte pas les objectifs que je me suis fixés, et puis de toute façon c'est bizarre de manger comme ça, et du coup je me dis mais qu'est-ce qu'on va penser, enfin voilà, et puis et je pense que j'ai très très peur aussi. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. C'est un peu maladif des fois, et je me dis mais si je vais avouer aux gens que ce jour-là j'ai craqué, c'est que du coup je me contrôle. Et ça c'est un peu insupportable comme idée, de me dire que je peux être perçue comme quelqu'un qui sait plus se contrôler, c'est même pas lâcher prise, c'est plus du lâcher prise pour moi, c'est que je perds pied des fois dans ces moments-là.
en fait, je me dis, non, je peux pas envoyer cette image-là aux gens. C'est très marrant parce que je l'ai jamais dit à voix haute. Tu me fais dire des trucs en fait, que je n'ai jamais dit, même à moi-même. Il y a une notion, du coup, qui est sous-jacente à tout ça, c'est le fait de la flexibilité, en fait. Tu t'autorises pas la flexibilité. T'as un cadre, t'as des règles, t'as des trucs. Et alors, tu t'autorises peut-être la flexibilité toute seule envers toi-même. Et encore, peut-être tu peux te sentir coupable si tu es trop flexible, mais vraiment envers les autres, pas du tout. Genre, j'ai mis ces règles-là pour moi. Si quelqu'un me voit pas les respecter, je suis complètement décrédibilisée. Et du coup, tout dégringole, j'ai plus aucun contrôle sur moi-même, alors que, en fait, je considère que peu importe. D'ailleurs, j'avais aussi entendu des discours des témoignages de gens qui sont comme dans ton cas, alors pas de maladie inflammatoire, mais en tout cas de végétariennes ou végétaliens ou végétaliennes, qui du coup s'autorisent quand même la flexibilité. Voilà. Après, là, je sais pas dans quelles circonstances toi peut-être tu sors des clous et ça te rend malade, mais je sais pas si c'est par rapport à ça ou si c'est par rapport plutôt aux aliments qui te font souffrir et tout. Mais peu importe, dans tous les cas, je pense que c'est important de se dire qu'il y a des fois où ton corps, il t'envoie des messages, tu les comprends pas. Enfin, t'as peut-être du mal à les interpréter et tu comprends pourquoi il a envie de ça, mais essayer de comprendre et d'accepter avec bienveillance que ce jour-là, tu ne respectes pas cette règle que tu t'es imposée, mais peut-être parce que ton corps, il a envie de ça, en fait. Enfin, et personne va te juger. Alors, si, il y a des gens qui jugent, évidemment, parce qu'on est dans une société de merde, en vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu pars du postulat que ton corps, il est différent, il est unique, surtout, et il est différent de tout le monde, il y a absolument personne qui peut se permettre de te juger et de te dire, oh là là, dis donc que là, t'as fait un écart, en plus, t'as pas du tout respecté les valeurs que t'as, etc. Enfin, qui a l'énergie pour ça? Enfin, genre, il y en a qui ont sûrement l'énergie pour ça, mais genre, c'est toi, en fait, tu vis avec toi-même H24, c'est toi qui sais, en fait, ce que tu fais. Si t'as envie de manger du chocolat alors que t'as pas le droit, enfin, c'est pas que t'as pas le droit, c'est que ça va avoir des conséquences un peu, tu vas souffrir sûrement un peu après. Écoute, tu vas souffrir un peu après, mais ça t'a fait plaisir, donc il y a quand même eu quelque chose de bénéfique. Après, si tu fais tous les jours, effectivement, c'est quand même que t'es sado, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est malheureusement, en fait, là, en l'occurrence, moi, s'il y avait pas cette maladie inflammatoire, je te dirais, mais lâche prise surtout. Enfin, je te dirais, de toute façon, j'ai rien à dire, j'ai pas d'ordre à te donner quoi que ce soit, mais malheureusement, tu peux pas parce que ça va avoir des conséquences très désagréables pour toi, donc c'est ça qui est à prendre en compte. Mais quand tu disais que je comprends totalement ta peur de perdre le contrôle de tout ça, c'est en tant qu'humain déjà on est rassuré quand on a un cadre. C'est pour ça que les régimes et les rééquilibrages alimentaires marchent bien au début, marchent bien en termes de contrôle, parce que les gens aiment ça. On aime qu'on nous dise il faut manger ça, il faut pas manger ça, parce qu'on n'a pas d'effort à faire, on doit juste respecter les règles, tu vois. Enfin si, il y a un effort quand même, mais c'est genre ça nous rassure, on est là en mode je suis bien dans les normes, je fais bien ce qu'il faut faire et tout. Sauf que le corps, il s'en fout complètement de ça en fait. C'est le corps, des fois il a des envies, tu les comprends même pas. C'est comme dans ton syndrome prémenstruel, il y a des envies tu dis mais pourquoi j'ai envie de bouffer quatre paquets de gâteaux d'un coup, ou même quand t'es enceinte aussi t'as des envies un peu bizarres que t'avais pas auparavant, parce que ton corps il est dans une situation qui est assez inédite, du coup il veut tester plein de trucs, je pense, enfin j'en sais rien. En fait, ne pas céder à ces sensations là et à ces ressentis là, c'est le frustrer d'une certaine manière, et donc il y a forcément des compulsions derrière et donc une culpabilité, et donc bref c'est un cercle sans fin. Et surtout baser ça sur le regard d'autrui, ça a forcément une souffrance derrière, parce que t'es pas libre en fait, t'es pas libre, t'as un contrôle permanent mais d'autrui, du regard d'autrui. C'est même pas toi qui as le contrôle, c'est les gens. Et encore, c'est toi qui penses que les gens te contrôlent, mais les gens finalement, est-ce qu'ils s'en battent pas un peu, enfin bon, je vais pas aller très vulgaire, mais est-ce qu'ils s'en foutent pas un peu aussi, s'en fichent pas un peu de ce que tu manges vraiment? Je pense que c'est une pression qu'on se met si je mange ça alors que j'ai dit que je ne mangeais pas ça, et ça me décrédibilise, mais voilà, t'es humaine, enfin t'as le droit de pas respecter à la lettre certaines choses, et si ça t'inflige quelques souffrances, et tu l'auras accepté, enfin si tu le sais en fait, tu le sais dès le départ que ça va peut-être te faire souffrir, et encore peut-être pas en fait. Peut-être que ça va être très léger et que ça va être un inconfort éphémère, et puis voilà. Et je pense que de la flexibilité, c'est un truc peut-être sur lequel, alors je veux pas encore une fois pas te donner d'ordre ou quoi que ce soit, mais essayer de travailler sur ça, parce que je pense que c'est ce qui te bloque le plus, c'est la flexibilité. Être capable d'être flexible, ça te rend trop mais trop l'impression que c'est une perte de contrôle, j'ai bien conscience. Ça fait un moment que j'y pense, que je sais pas trop par quel biais faire ça, par quel moyen faire ça, mais que j'ai un vrai travail à faire là-dessus. Déjà parce que j'ai un souci sur le contrôle, mais c'est global dans ma vie, c'est pas que l'alimentation. Il y a un truc qui me pose vraiment problème, c'est que les autres puissent percevoir que je suis dans l'excès, mais quel qu'il soit. C'est-à-dire que effectivement ça transparaît beaucoup par l'alimentation, mais en fait c'est de tout. Notamment quand je suis dans ces phases où je suis pas très bien dans mon cycle, etc. J'ai des sauts d'humeur assez impressionnantes, m'énerver mais pour rien du tout.
d'un coup, d'un seul, il ne se passe rien. Je suis allongée dans mon canapé, tout est éteint, il n'y a même pas la télé, je suis dans le silence. Enfin bref, un genre de moment apaisant en théorie. Et je sens que la colère monte, je sais pas pourquoi. Je suis hyper en colère, je suis très énervée et en fait quelqu'un va sonner à la porte et je vais sortir de mes gonds parce que qu'est-ce que tu fous à sonner chez moi à cette heure-là alors que j'attends personne. Enfin des trucs mais qui n'ont ni queue ni tête. Ou alors au contraire je suis très excitée ou alors j'ai une envie de pleurer qui est assez incroyable pour rien du tout. Et tout ça pour moi ça s'apparente à l'excès. Et en fait je ne supporte pas d'être dans ces démonstrations-là. Donc que ce soit dans mes comportement émotionnel, on va dire, à l'égard des gens ou de mes proches, etc. Et donc, dans l'alimentation aussi, forcément. Que je dise, ouais, mais là, j'ai trop mangé, par exemple. En fait, déjà, vis-à-vis de moi-même, je pense que je le vis pas très bien. C'est une idée avec laquelle je suis pas à l'aise. Parce qu'en plus, je me dis, putain, je vais mal dormir ou je vais avoir mal au bout toute la journée, machin. Et du coup, de renvoyer aux gens l'idée que je sais pas me tempérer, c'est très compliqué. Honnêtement, le regard des gens sur notre façon d'être, sur notre façon d'agir, ça, c'est clair que c'est pas la seule à mal le vivre, quelle que soit la notion. C'est hyper dur de s'en défaire, c'est hyper dur de travailler dessus, donc je le comprends totalement. Surtout quand il s'agit du contrôle, quand on nous impose le contrôle sur tout traquer sur notre santé, sur nous, sur notre corps, sur notre être tout entier. On doit tout contrôler. C'est en fait montrer qu'on perd le contrôle ou que on n'a pas forcément le contrôle ou qu'on accepte qu'on n'ait pas le contrôle, qu'on puisse aller dans l'excès. Enfin, c'est inconcevable pour nous et c'est hyper péjoratif pour certains. Donc du coup, non, je le comprends totalement en vrai. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est un peu comme la grossophobie, comme le culte de la minceur, comme le culte de faire que des choses saines pour toi, de faire du sport mais pas trop, de manger ceci, cela mais pas trop, etc. J'ai l'impression qu'en fait, ce concept de se contrôler, ça fait partie intégrante de tout ça, et que maintenant, si t'es pas dans ces comportements-là, ou en tout cas, ce n'est pas forcément ce que les autres perçoivent de toi, c'est que t'es pas dans la norme en fait. Alors que je sais pertinemment au fond de moi que c'est ridicule. D'autant qu'en fait, j'en parlais il y a pas si longtemps que ça avec mon père. On parlait, mais très brièvement, vraiment, on survolait une conversation. On disait, on peut apprendre à maîtriser ses émotions. Moi, j'étais en opposition en disant, non, on peut accepter ses émotions, accepter que là, on est plutôt comme ça et qu'effectivement, on va pleurer pendant une demi-heure parce qu'on va pas bien. De là à dire qu'on va maîtriser ses émotions, je suis pas vraiment d'accord parce qu'en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend le contrôle aussi là-dessus et que du coup, on le laisse pas faire. Alors qu'en fait, c'est pas la bonne chose à faire. Peut-être que la bonne chose à faire, c'est de se laisser aller et de se dire que c'est plutôt ça qui est normal et qu'à force d'être dans le contrôle, la preuve en est avec moi par exemple, c'est que ça détraque un peu des fois le cerveau, quoi, à se dire ouais, mais je suis pas normale alors qu'en fait ça n'a rien à voir et que en plus en fonction de ta personnalité, de ton caractère, de ton éducation, tu vas pas forcément réagir pareil. Il y en a qui sont beaucoup dans l'émotion, dans la démonstration émotive, on va dire, d'autres moins, ou qui le gardent pour eux, qui le font pas. Mais c'est complètement ça, dans ce mood-là de il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et du coup, en fait, tout ça, c'est un grand rapport au contrôle aussi, clairement. Hein. Et t'es passé pour quelqu'un de bizarre quand t'es pas dans les coups, quoi. Puis en plus, il faut vraiment bien comprendre que plus tu as de contrôle, plus tu vas aller dans l'excès ensuite. Parce que c'est exactement comme la restriction. Plus tu vas te restreindre, donc tu vas te contrôler, plus tu vas faire de compulsions alimentaires parce que tu auras privé ton corps de tel aliment, même si c'est pas un aliment forcément que t'aimes bien, hein, mais le simple fait de t'en priver complètement à outrance, ton corps il va le vouloir aussi à outrance. Et donc c'est pareil pour l'émotion. Je pense que si tu maîtrises trop tes émotions, etc., que tu te laisses pas aller, à un moment donné tu vas exploser, mais pour rien du tout, et ça va être un carnage, ça va être un excès du coup. Et donc ça, en fait, ça, je pense que c'est bénéfique pour personne en fait de voir quelqu'un qui pète un plomb parce que elle ou il a trop, c'est trop restreint sur ses émotions. Enfin, ça peut aller loin, hein, ça peut aller loin dans les actes, ça peut aller loin dans les paroles, alors que simplement aller dans son coin et pleurer un coup, y a rien de plus thérapeutique pour moi. Bien fou, quoi, genre, on n'en parle pas trop parce que ça nous concerne pas spécialement, mais les hommes aussi au niveau de pleurer et tout, ils ont une espèce d'injonction sociétale de pas pouvoir pleurer, ils ont pas le droit de pleurer, tu vois. Et ça, je trouve ça tellement dommage parce que il y a
y a aucune notion de faiblesse dans le fait de pleurer. Si c'est un moyen d'extérioriser, c'est un moyen d'extérioriser comme un autre. Si un homme l'utilise, tant mieux pour lui. Et s'il l'utilise pas, tant mieux pour lui. Enfin, il y a pas de tant mieux. C'est juste, il y a certains moyens, et le fait des fois de pas s'autoriser à pleurer aussi en tant qu'homme ou même en tant que femme, parce que c'est un signe de faiblesse. Je trouve ça dommage, parce que c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'extériorisation, en fait, c'est tout. Tu extériorises d'une certaine manière, comme tu peux chanter, tu peux faire du sport, tu peux te défouler. Si tu as besoin d'extérioriser une émotion par physiquement ou quoi, tu le fais, en fait, et on devrait pas s'en empêcher parce que on a peur du regard d'autrui. Mais bon, c'est facile à dire, encore une fois. Ah, mais je trouve ça, moi je suis tout à fait d'accord, je trouve ça horrible. Donc autant je combats, je me battrai tous les jours de ma vie pour les droits des femmes et le fait qu'il faut de l'équité. Autant je trouve qu'il y a des injonctions qui sont faites aux hommes qui sont sans queue ni tête, comme par exemple, c'est pareil, le culte de la virilité, les mecs il faut qu'ils soient musclés, et puis c'est pareil, un mec il faut qu'il mange comme ci, comme ça, parce que c'est important, il faut qu'il ait tel ou tel corps, il faut qu'il se comporte de telle ou telle façon. Et effectivement, dans le concept de pas pleurer, par exemple, je trouve ça absolument horrible, parce que je pense que justement lâcher prise, c'est une preuve de force et pas l'inverse. Tout à fait, exactement, je suis d'accord. Faut pouvoir le vouloir, parce que c'est pas facile de lâcher prise, et en plus que ce soit de la part d'un homme ou d'une femme, enfin quelqu'un qui se laisse pleurer devant moi, c'est horrible, parce que la personne est triste, mais en même temps, moi, ça me fait plaisir dans le sens où je me dis, putain, elle a tellement confiance en moi qu'elle se permet ça avec moi. Elle a tellement confiance dans mes capacités à recevoir ça de lui ou d'elle, que du coup, elle se laisse pleurer, et du coup, moi, après, c'est à moi de gérer ça et d'accueillir ça de la bonne façon. Mais bien que j'ai des choses à reprocher à la gente masculine et à la société, au fondement patriarcal, je trouve qu'il y a aussi des demandes implicites qui sont faites aux hommes qui sont absolument horribles. Et effectivement, le fait de pas pleurer, c'est exactement comme avec les femmes. Une femme, elle s'énerve pas, sinon elle est hystérique. Donc un mec il pleure pas parce que sinon c'est une petite chose fragile, mais ça n'a rien à voir, je veux dire. Et en plus il y a quelque chose qui m'a toujours perturbée, c'est que je me suis toujours dit, mais pourquoi une femme aurait plus envie de pleurer qu'un homme, alors qu'en fait on vit potentiellement les mêmes choses. Je vois pas pourquoi l'un serait plus sensible à pleurer qu'un autre. Et en plus je me dis, mais comment on apprend aux garçons à plus se contrôler que les filles? Parce que, en vrai, c'est ce qu'on voit. En tout cas, c'est ce que moi, c'est ce que je perçois, c'est que les femmes pleurent plus. Donc, comment on en est arrivé à cette construction-là d'éduquer les garçons de cette façon-là, qu'ils arrivent à se refouler tellement qu'ils ne craquent jamais? C'est intériorisé, c'est comme beaucoup de choses, malheureusement. Voilà. Bon, je vais revenir un peu sur l'alimentation, tout ça. Surtout ton rapport au corps, justement. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Tu m'as dit qu'il était très compliqué, et que avant tu m'as directement parlé de sport, par rapport à, peut-être sûrement parce que c'est très lié, le rapport au corps et ton rapport au corps et ton rapport au sport. Tu me disais que tu as pris du poids pendant le confinement et que ça t'avait un peu perturbé du coup par rapport aux vêtements, etc. Oui, alors du coup, ce que je te disais l'autre fois, c'est que en fait, avant notre cher coronavirus, à l'époque où les piscines étaient ouvertes tout le temps, du coup, j'allais beaucoup à la piscine, c'est-à-dire, beaucoup, tout est relatif, mais j'y allais au moins 2 fois par semaine, et je nageais beaucoup par contre, c'est-à-dire que sur chaque session, je faisais 2 km, 2 km et demi. Et en fait, quand j'ai commencé à nager, je pense que je le percevais pas trop comme ça, mais je me suis vue perdre quelques kilos, et ça m'allait très bien. J'étais très contente, même si je l'avais pas cherché. Mais du coup, je me sentais mieux, quoi. Je me sentais plus à l'aise dans mon corps pour bouger, pour machin, pour m'habiller. Donc ça m'allait très bien, et du coup, j'étais plutôt stabilisée comme ça. En fait, j'ai fondu assez vite aussi, faut le dire. Je me permettais peut-être des fois aussi d'être un peu plus dans l'excès, je veux dire, manger certaines choses peut-être en plus grande quantité, ou voilà, abuser un peu des sucreries, des trucs comme ça, parce que ça me posait beaucoup moins de problèmes, dans le sens où je savais que de toute façon, je faisais beaucoup de sport, donc j'allais éliminer, et je le vivais pas pareil. C'était pas tellement lié au poids, c'était un truc un peu nocif entre guillemets, et que j'allais enlever l'aspect nocif en allant faire du sport. C'est assez bizarre. Et du coup, voilà, à cette époque-là, c'était plutôt bien, j'étais bien dans mon corps. Et puis, les piscines ont fermé. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à trouver de la motivation pour le sport. Il y a que le yoga que j'aime bien faire à la maison. Du coup, mais de sport intensif comme la natation, en dehors de la piscine, ça me dit trop rien. À part certains sports en collectivité, parce que forcément, dans l'esprit de groupe, t'es entraîné, en fait. Donc, j'ai voulu m'inscrire dans des clubs là à la rentrée, mais en fait, c'était pas possible parce qu'avec les horaires de travail, c'était trop compliqué. Du coup,
coup, j'ai jamais vraiment repris le sport comme j'en disais il y a un an, et j'ai repris 5-6 kilos au total. Et effectivement, des vêtements dans lesquels je nageais un petit peu, je les ferme plus. Déjà, ça a été très dur parce que je me suis dit putain, il faut que je rachète des vêtements pour ça, quoi. Donc je me suis dit mais c'est quand même très con d'acheter des habits parce que juste t'as pris des kilos. Enfin, après quand t'en prends 30, je dis pas, t'as pas vraiment le choix, voilà, c'est autre chose. Mais te dire, je dois racheter 5 jeans parce que juste je ferme plus le dernier bouton. Enfin, ça me paraissait trop bête, quoi. Au lieu de me dire, j'ai juste à perdre 3 kilos et on n'en parle plus, que justement d'aller dépenser des ressources planétaires et d'aller me prendre la tête à aller dans les boutiques pour ça. Donc ça, je l'ai pas très bien vécu. Et puis, et en fait, je pense que je me sentais tellement bien dans mon corps que maintenant, je me vois plus bien si je ne suis pas comme ça. C'est-à-dire que j'ai tellement bien que je vois pas comment je pourrais être aussi bien qu'avant avec les kilos que j'ai en. Alors qu'en fait, très honnêtement, vis-à-vis de ma taille, j'ai un IMC, je suis tout à fait dans la normalité. Et puis, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, je suis en bonne santé, je me sens bien. J'ai toutes mes capacités physiques, à part un peu mes poumons, parce que j'ai pas encore tout à fait arrêté de fumer, mais ça c'est un autre débat. Mais je veux dire, je suis en bonne santé, donc c'était quand même le principal. Et globalement, je me sens bien quand même. Hein. Ça va, je suis pas limitée dans mes gestes, dans mes activités et tout ça. Je sais pas, je pense que je suis tellement focalisée sur comment j'étais avant, sans parler de kilos, tout ça, mais je me vois comment j'étais avant. Et en fait, c'est un peu comme j'avais toujours voulu être quand justement j'étais trop grosse et tout ça. Donc en fait, je suis restée bloquée là-dessus et bloquée sur cette frustration de plus faire de sport parce qu'en fait, j'arrive pas à me motiver. Il y a rien que j'aime à part la natation. La natation, c'est un truc vraiment, tu me lâchais dans une piscine. Je faisais mes 2,5 km parce que je restais jusqu'à la fermeture. C'est-à-dire que s'ils fermaient pas la piscine, je pense que je pouvais passer l'après-midi à nager tellement j'aimais ça. Et en fait, ça m'a tellement frustrée et surtout que ça a jamais vraiment rouvert, que quand ça a rouvert, c'était des créneaux horaires improbables où en fait j'avais pas du tout le temps de faire ma session, où en fait comme c'est des créneaux bien particuliers d'1 heure, 1 heure et demie, t'as plein de gamins qui sautent partout, donc en plus pour aller faire des lignes de nage c'est hyper compliqué, que quand tu vas faire tes lignes en fait il y en a 15 qui ont eu la même idée que toi, que tu te dis je vais y aller un jeudi matin à 11h, il y aura personne, en fait il y a la commune entière qui s'est pointée, enfin bref, j'y prenais plus de plaisir et en fait ça m'a complètement coupé l'herbe sous le pied et du coup je pense que je suis pas bien aussi dans mon corps vis-à-vis de ça parce que je me regarde tous les matins en me disant putain j'ai pas bougé mes fesses quoi. Enfin c'est un grand mot. Je bouge, je fais des choses et au travail je marche beaucoup et tout ça, mais je fais pas de sport et du coup je suis là, je me traîne et du coup je pense que j'ai ce rapport-là aussi pas de je suis trop gros ou trop ceci ou trop cela, mais j'ai pas fait ça et ça c'est pas bien. Je comprends que c'est la culpabilité, mais dis-toi que c'est éphémère cette histoire de confinement, j'espère. Le problème que je perçois là, c'est que tu veux absolument compenser ce manque de sport avec un sport qui ne te plaît pas, avec un sport qui ne va pas te satisfaire autant que la natation. Il y a aussi le concept de tu bouges quand même énormément. Enfin, t'es pas genre allongé dans ton lit toute la journée à rien faire. Enfin, tu fais quand même des fois, tu m'as dit 60 heures de travail par semaine. C'est pas, y a pas. Enfin, je veux dire, à quel moment t'es pas du tout sédentaire ou quoi que ce soit, quoi. Donc il y a quand même de l'activité et tu bouges quand même ton cul, comme tu dis. Donc vraiment là sur ça, tu peux pas me dire que tu fais pas de sport. Enfin, pas de sport, c'est même pas de sport, c'est une activité physique en fait. Mais il faut se dire surtout, en fait, il y a un truc important et que j'ai noté dans ce que tu as dit aussi, la capacité à rester sur le moment présent. En fait, c'est très dur, mais tu parlais pas mal du passé aussi où tu avais du mal à te défaire de ça. Sauf qu'en fait, à tout moment, que ce soit un corona qui se pointe ou un ou une d'ailleurs, je sais même plus ce qu'on doit dire, que ce soit un virus qui se pointe ou autre chose dans ta vie personnelle, à tout moment tu peux perdre la capacité de faire le sport que tu veux, tu vois. Et pour autant, peut-être que ça va pas être pour toute ta vie, tu vois. Là, on sait que c'est éphémère, on sait qu'à un moment donné, on va s'en débarrasser de cette satané virus. Et donc le temps où tu ne fais pas de sport, même si pour moi tu fais 10 fois plus d'activité physique que j'en ai jamais fait. Enfin bref, mais tout ce temps-là, ça n'est pas du temps perdu et ça n'est pas du temps qui va te bousiller la santé ou qui va faire que tu vas être complètement tes muscles vont je sais même pas ce que ça va se passer, enfin ce que tu penses que ça va faire à ton corps, mais sur quelques mois ça ne détermine pas ta santé, tu vois, et au contraire ça te permet de te focus sur autre chose, d'avoir peut-être plus d'énergie dans ton travail, etc., de mettre de l'énergie autre part, de l'énergie mentale autre part peut-être, ça te permet de te focaliser sur autre chose parce que tu n'as pas le choix de toute manière que de renoncer au sport que tu aimes. Donc essayer de se focus sur l'instant présent et aussi par rapport au corps, tu me disais que voilà, t'avais du mal à te défaire du corps que t'avais avant, mais de toute façon
quel que soit le traumatisme, on va dire qu'on a, donc que ce soit un virus ou un accident ou quoi que ce soit, tu auras jamais le corps, même un accident, même pas un accident, juste l'évolution de ton corps, tu auras jamais le corps que tu avais il y a 5 mois, il y a 5 ans, il y a 10 ans. En fait, ça évolue forcément, en fait. Donc, rester dans le passé ou être dans le futur de, j'aimerais avoir ce corps-là, c'est de la souffrance, en fait, pour moi. Enfin, je considère que c'est de la souffrance et que de toute façon, il y a rien, en fait, pour moi, l'instant présent, c'est le plus important, même si c'est dur aussi de rester sur ça. C'est se dire, là, à l'instant T, j'ai ce corps-là, il me permet de faire ça, il me permet de bouger, il me permet de respirer, il me permet de travailler, de faire plein de choses. Si demain, je peux plus faire telle chose, j'essaierai d'adapter mon quotidien à ça, de s'adapter en fonction de son corps à l'instant T, plus qu'en fonction de la situation qu'on voudrait avoir ou la situation qu'on pense qui va se passer. Enfin, tu vois, souvent, c'est, si je prends du poids, je vais être en mauvaise santé. Ça se trouve pas du tout. Tu vois, peut-être, on peut prendre du poids et être en très bonne santé. On peut perdre du poids et c'est en fait se focaliser sur qu'est-ce que je ressens là et c'est vrai que je comprends vraiment ta frustration parce qu'il y a quand même sans parler de perte de poids ou quoi que ce soit, le besoin de se dépenser de manière intensive avec la nage, avec le badminton. Pour moi, j'en ai extrêmement envie, je te jure, j'y pense tous les jours. Surtout là, maintenant que je suis vraiment confinée pendant 7 jours, je ne peux pas bouger vraiment. Pour le coup, je suis vraiment enfermée, moi. C'est très frustrant parce que je suis même pas malade en plus, pour le coup. Donc, c'est vraiment frustrant. Mais, justement, j'en profite pour me reposer. En fait, ça sert à rien de se frustrer dessus ou d'avoir la mauvaise mine pendant 7 jours où là, je dois être confinée. Sinon, je vais me gâcher mes 7 jours plutôt que de me dire, j'aurais aimé que ce soit comme ça. Et je vais profiter de cet instant où je peux me reposer, où je peux faire autre chose de mon temps. Mon corps va pas se venger parce que j'ai pas fait de sport. Enfin, voilà, essayer de s'adapter. Je sais que c'est pas facile et que c'est facile à dire, mais que c'est vraiment pas facile à appliquer. Mais essayer de vraiment rester sur le présent et sur un futur proche, mais pas se dire, au niveau du corps notamment et au niveau de nos capacités évoluent et notre corps aussi. Et donc, du coup, essayer de s'adapter en fonction de ça et de pas avoir d'espoir ou de nostalgie, tu vois, par rapport au passé et au futur, tu vois. Je t'avais parlé un peu de la place du plaisir. Non, de la place qu'occupe le plaisir dans ton alimentation. Et tu m'avais répondu que c'était la base, que tu ne dois pas manger sans plaisir, que c'est impossible pour toi de manger sans plaisir. Pourquoi ça occupe cette place, du coup? Parce qu'en fait, à mon sens, l'alimentation, c'est d'ailleurs, à mon sens, c'est pas que. Sur l'échelle de la vie de l'être humain, l'alimentation, c'est quand même un des besoins primaires. Et que je trouve que, comme tous les autres besoins primaires, c'est important de le remplir quand tu peux. Parce que, évidemment, quand je dis ça, je pense à toutes les personnes précaires, etc., qui n'ont pas accès aux mêmes choses que moi. Moi, je me sens très privilégiée, honnêtement. C'est vraiment une très grande chance. Et je pense que quand tu as les moyens de bien le faire, c'est très important parce que ça rentre dans la construction de toi-même, de tout ce qui fait ta vie, dans ton quotidien, etc. Et c'est comme prendre une douche. Si t'aimes prendre une douche à 42 degrés et pas à 36, c'est important de prendre ta douche bien chaude parce que c'est 5 minutes où tu vas kiffer, où tu vas te faire plaisir. Et si tu fais ça tous les jours et si tu t'abordes 5 minutes de kiff tous les jours dans ta vie, forcément que tu vas certainement mieux mener ta vie de manière générale au quotidien. La nourriture, c'est pareil, c'est 20 minutes, une demi-heure que tu prends pour toi ou que tu partages avec d'autres d'ailleurs, parce que c'est quand même aussi hyper plaisant de manger avec des gens. Et je me dis que si sur cet instant-là, tu prends pas de plaisir, en tout cas globalement dans le quotidien, parce que forcément, je pense qu'il y a des repas qui sont moins attrayants que d'autres pour tout le monde, mais si t'es pas capable de manger des choses qui te font kiffer, qui sont bonnes, qui sont jolies à voir et tout ça un petit peu tous les jours dans ta vie, c'est un peu un loupé parce que c'est quelque chose que tu t'apportes pas en fait. Alors que quand tu manges avec plaisir, minimum 2 fois par jour. Je pense aux gens qui, comme moi, ne mangent pas de petit-déj et qui ne peuvent pas manger le matin, mais minimum sur 2 repas, tu t'es kiffé pendant un quart d'heure, une demi-heure. Donc en fait, c'est hyper important parce que moi, quand j'ai fini un repas et que c'était trop bon, je suis hyper contente, je me sens bien et puis hop, je suis reboostée pour l'après-midi. Notamment quand je me suis fait un super tupperware, je suis au travail, admettons que la journée soit pas ultra excitante parce que il y a des journées comme ça où c'est moins fun que d'autres. On n'a pas passé une super matinée, j'arrive devant mon plat, je me dis ouais, trop bien. Bon, au moins là pendant une demi-heure, c'est cool quoi. Je vais bien manger, je vais me faire plaisir. Si tu prends soin de toi, t'as plein de raisons d'aller bien. Ou en tout cas, quand t'es pas au top de ta forme, t'as cette ressource-là de dire que pendant un petit moment, ça au moins ça te fait du bien. D'accord, mais quand tu parles par exemple, quand tu passes une mauvaise journée, justement, est-ce que tu vas forcément te réfugier dans la nourriture pour te réconforter ou il peut y avoir d'autres choses sur lesquelles tu
tu vas te réfugier entre guillemets pour passer une meilleure soirée, etc. Alors non, je vais pas forcément chercher vers la nourriture. Du coup, maintenant, je pense que j'ai avancé un petit peu vis-à-vis de ça. Avant, peut-être beaucoup plus. D'accord. Maintenant, moins. Okay. Non, je vais avoir tendance à prendre un bain bien chaud, à appeler quelqu'un que j'aime beaucoup, une bonne série. T'as réussi à diversifier un peu tes moyens de pallier, on peut dire, enfin je sais pas trop, de pallier tes mauvaises émotions, enfin pas vraiment les mauvaises, mais de juste t'as passé une mauvaise journée, t'as envie de te faire plaisir, et donc il n'y a pas que la nourriture qui va te faire plaisir à ce moment-là, quoi. Oui, puis j'ai compris que les gens peuvent être une ressource formidable. Parce que déjà, souvent les gens ils savent te faire du bien en étant juste eux-mêmes et en étant là. Je vais finir par une question, enfin une des questions que je t'avais posées, de ton plat préféré. Ça m'avait fait rire parce que je t'avais mis complètement dans l'embarras où tu m'avais dit t'es incapable de dire quel était ton plat préféré. Je suis incapable. Enfin, tu vois, encore, c'était quand j'ai mangé un truc vraiment très, 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 très bon. Hier ou avant-hier, je sais plus, avant-hier, je crois, où j'aurais pu te dire sur l'instant, ben voilà, c'est mon nouveau plat préféré. Mais en fait, je mange tellement souvent des trucs très bons. Surtout que c'est moi, je recherche ça. Quand je me fais à manger, je me dis, bon, bah, vu que c'est un moment de plaisir, du coup, comme je te disais tout à l'heure, je suis dans la recherche de me préparer des trucs que je vais vraiment aimer, quoi. Donc, en fait, bien sûr, je peux te faire une liste de plats que je vais préférer à d'autres, mais en choisir un, ce n'est pas possible. Tous les plats que tu aimes, qu'est-ce que tu ressens quand tu manges? Qu'est-ce qui t'apporte? Un bien-être très profond, où je me dis, j'ai commencé à manger, bah, je continuerai bien et sans m'arrêter, quoi. Et du coup, effectivement, dans certaines situations, même, c'est pas la recherche du réconfort, mais je me rends compte sur l'instant où je suis en train de manger que ça m'apporte une certaine forme de réconfort, effectivement. Et puis il y a aussi le côté, tu vas satisfaire quand même le besoin de manger, donc ça reste une sensation assez agréable et assez confortable. Bien sûr. Pour finir, quel conseil, au singulier, au pluriel, tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture? J'ai pas envie de dire de bêtises parce que je pense que moi, j'ai pas tout à fait forcément fait la paix avec la nourriture. Je pense que c'est important de savoir manger des trucs dits mauvais pour la santé, entre guillemets, genre des gâteaux très sucrés, des plats transformés mais qui te font kiffer, une pizza, enfin des trucs, voilà, le truc que t'as commandé où tu sais très bien que ça fait 3000 calories mais c'est pas grave. De savoir manger ça en kiffant, en appréciant le moment et en se disant ok, je le fais maintenant et voilà, fin. Je pense pas à après, je pense pas à demain me dire que je le referai pas, etc. Tout en sachant aussi de temps en temps savoir se cuisiner un vrai bon petit plat avec des légumes, des trucs frais et tout ça, et de savoir l'apprécier tout autant. Donc voilà, c'est ça. En fait, c'est ça le meilleur conseil, ce serait d'équilibrer entre tout ça. D'accord. Bah écoute, je pense qu'on peut conclure sur ça. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ouais, c'est un plaisir, vraiment. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada e até logo.